Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2024, il est 8 h. Comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et Amel Laridi déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va Amel? Ça va On a passé un bon week-end? Oui, ça va. On aura de bonnes nouvelles? Oui, on aura un beau temps? Inch'Allah. Selon la conception, on va pas trop parler, j'espère que ça va se réaliser. Alors, on insiste, hein, c'est le beau temps selon la conception d'Amel Laridi. Oui, c'est les pluies. Voilà. Pour moi, c'est les pluies, le beau temps. Voilà, c'est les pluies, le beau temps, d'autant plus que nous sommes en pleine saison hivernale. Exactement. On attend avec impatience. Inch'Allah. Voilà, alors, Amel, question. Pour commencer, lorsque tu vas faire tes courses, particulièrement dans des supermarchés, dans des magasins, quelle est la première chose qui t'attire? Généralement, c'est l'emballage. Effectivement, c'est l'emballage effectivement qui nous attire le plus. Alors l'emballage, nous allons en parler aujourd'hui, nous allons en parler en ce moment parce que l'emballage peut nous rendre beaucoup de services et peut nous donner beaucoup d'informations sur le produit lui-même, donc qu'est-ce qu'il contient, les composants, les différents pourcentages, les différentes compositions. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ce qu'on appelle aujourd'hui l'emballage intelligent. D'accord. Et voilà, donc tu as juste besoin d'avoir finalement une application sur ton téléphone, scanner le code et oui, voilà. Et tu as toutes les informations concernant le produit. Ce serait quand même intéressant pour prendre des décisions surtout. Oui, après c'est à voir si on peut le prendre ou pas. Voilà, là effectivement. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer donc l'emballage intelligent en compagnie de notre expert et aussi une tendance actuellement dans le domaine médical, dans le domaine esthétique aussi, la liposuction. Oui. On en parle depuis quelques années quand même. C'est vrai, oui, oui. Pour le bien-être de la personne. Pour le bien-être, pour l'esthétique, n'est-ce pas? Mais ça a quand même un côté médical très très important à prendre en considération. Quand même, hein. Voilà, et aujourd'hui justement nous allons nous intéresser à la liposuction, mais vraiment vue par le staff médical ou par le domaine médical, donc finalement qui sont concernés par la liposuction, qui devraient le faire, ce qui a surtout des contre-indications. On n'en parle pas tellement. Comme toutes les chirurgies, je pense. Hein. Voilà, effectivement. Et donc, qui sont concernés, quelles sont les contre-indications, comment les prendre en considération et en prendre en charge. Donc ça, c'est notre médecin qui nous répondra, donc qui répondra à nos questions en cette matinée. La nature, ça te dit? Ah, moi j'adore la nature. N'est-ce pas? Ah oui, franchement, oui. C'est carrément un moment de méditation par Exactement. Que ce soit terrestre, marin, tous les animaux. Concernant la faune? La faune, la flore, oui. La faune, moi j'aime tout. Oui. J'ai pas une. À leur place, pas à la maison. Ah oui, oui. À la maison, non. Je peux pas à la maison. Voilà, alors la faune, on en parle aujourd'hui puisqu'une association nationale fait un travail colossal d'ailleurs pour la préservation de la faune et la flore. La faune et la flore, mais particulièrement la vie sauvage. Donc c'est carrément une cartographie qu'ils font sur terrain. Donc ce sont des amateurs, des amoureux de la nature qui sortent sur terrain pour la documentation justement de la vie sauvage afin de répertorier déjà les différentes espèces animales, les classifier et surtout mettre en place des plans de sauvegarde donc de ces animaux. Nous en parlons donc ce matin en compagnie de représentants de cette association qui viendra donc nous parler de leur plan d'action et aussi de leurs objectifs. Et comme chaque samedi, donc Nabil Kitouni sera parmi nous pour sa rubrique cinéma. Aujourd'hui, il va s'intéresser à un événement plutôt scientifique qui s'est déroulé durant cette semaine. Il s'agit du colloque international. Alors cette fois-ci, ça va être mémoire et cinéma. Il faut dire que le cinéma a beaucoup parlé d'histoire. Il a fait beaucoup la promotion de l'histoire, n'est-ce pas? Exactement. Oui, à travers les films, à travers les documentaires. Et justement, il y a eu une rencontre d'académiciens, de scientifiques, de chercheurs entre le 9 et le 11 décembre de cette semaine. Et donc, Nabil Kitouni reviendra sur cet événement. Et nous terminerons l'émission, comme chaque samedi, en compagnie de Amina Ziri, qui, cette fois-ci, va recevoir un artiste et un chef cuisinier. Oh, c'est intéressant ça. Et ben voilà, donc on va voir un peu la variété, encore une fois. Le patrimoine donc sera promu aujourd'hui par Amina Ziri. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Et on aura compris qu'aujourd'hui, il ne va pas faire beau selon Amel Laridi. On verra. On verra. Allez, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et
Et les nouvelles du ciel, c'est en compagnie de Amel. Alors, Amel, les nouvelles aujourd'hui? Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura un ciel généralement dégagé, mais de plus en plus nuageux en cours de fin d'après-midi, juste sur le centre-est et l'est du pays, mais plus près des côtes et vers les régions proches côtières, qui peuvent donner quelques pluies par endroits, mais en fin d'après-midi, donc il faut attendre. La moitié sud, eh bien, excepté un ciel souvent voilé tout au long des frontières algéro-maliennes jusqu'au Sahara oriental. Partout ailleurs, le soleil sera bel et bien présent vers le sud-ouest, la Sahara, le Nord-Sahara, également les oasis. Les températures, l'après-midi, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits, mais plutôt fraîches dans d'autres, avec toutefois un minimum de 14 degrés du côté de Constantine, Sétif, également Djelfa, 15 degrés à Al-Bayad, Tiaret, Batna, 18 degrés également à Alger, 19 à Annaba et Oran, 20 degrés à Tlemcen, 20 également à Gardaya, 19 à Bécha, 22 Biskra, 23 à Tindouf, 26 à Ilizi, 27 degrés à Tamanrasset, également à Adra, 29 à Insalah et Timimoun et 30 à 33 degrés de Ingzem vers Borj Beji Mukhtar. Eh bien, la mer, elle sera plutôt calme sur pratiquement toutes les côtes, d'ouest en est, avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront variables, et 10 à 30 km/h sur les côtes ouest, et les vents seront de secteur nord-est. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Amérique du Nord. Eh bien, un beau soleil régnera à Montréal, également New York et Mexico. Des passages nuageux à Washington, également en Californie, mais quelques pluies éparses à Dallas et Miami. Des pluies assez soutenues à Vancouver. Côté température, eh bien, on relèvera moins 9 degrés à Montréal, 2 degrés à New York, 4 à Washington, 7 à Vancouver, 22 Dallas, 18 en Californie, 25 à Mexico et le maximum cette fois-ci à Miami avec 26 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc Amel, on retient pour aujourd'hui des températures plutôt stables. Exactement. Donc rien n'a changé pratiquement entre hier et aujourd'hui. Voilà. Toujours état stationnaire, on va dire, pour le climat. Voilà, état stationnaire. En attendant, donc l'arrivée de la pluie en fin d'après-midi et demain. En fin d'après-midi, quand même. Demain, il y aura vraiment un bon paquet, mais on verra. On va tout à l'heure. Voilà, on aura plus de détails. Donc après le journal télévisé du midi, après celui de 19h aussi, donc pour avoir un peu plus de détails. Merci beaucoup, Amel. Amel, à tout à l'heure. Inch'Allah. Allez, on continue. Et cette fois-ci, ce sera pause musicale comme à chaque fois. Et cette fois-ci, ce sera en compagnie de Paco qui nous intéresse. Nous allons donc nous intéresser aux emballages, puisque ce sont les emballages qui nous attirent en premier, effectivement, lorsque nous allons faire nos courses. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre expert, Monsieur Mouné Benazouao. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame. C'est toujours un plaisir de partager Pato, votre compagnie. Je ne cesserai jamais de le dire, c'est toujours un plaisir d'être l'invité de madame Norloda. De toute l'équipe de Bonjour d'Algérie. Toute l'équipe, bien sûr. Spécialement vous, parce que c'est vous qui paraissez sur la caméra. La vitrine. La vitrine, exactement. La vitrine, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toute une équipe qui est derrière, effectivement. Alors, M. Benazouao, il y a quelques jours de cela, nous vous avons reçu justement et nous avons parlé des emballages et surtout de la qualité des emballages qui impactent directement la qualité du produit lui-même. Aujourd'hui, nous allons continuer quand même sur cette lancée, et aujourd'hui, nous parlons d'emballage intelligent. Donc, finalement, les emballages intelligents, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, madame, il faut juste, si vous me permettez une petite introduction. Il y a ce qu'on appelle les emballages intelligents et les emballages actifs. Actifs, oui. Bon, et c'est vrai, peut-être que c'est la première fois qu'on en parle pour l'Algérie, mais ailleurs, ça existe depuis pas mal de temps. Oui. C'est pas du tout nouveau. Et en fait, comme vous le savez, l'emballage, le rôle, la fonction de l'emballage, c'est protéger, contenir le produit, protéger le produit et protéger le consommateur, communiquer, c'est un outil de marketing, etc., etc.
Mais quand on a parlé l'émission passée, on a parlé de qualité justement. Oui. Donc là, c'est beaucoup plus pour assurer encore mieux la qualité du produit et aussi se concentrer également sur l'élément de sécurité du consommateur par le biais d'indicateurs sur l'emballage, des indicateurs colorés, des fois c'est visuel, des fois pas uniquement au niveau de la qualité, même pour ce qui est de la contrefaçon également. Oui. On le verra, Inch'Allah. Alors justement, là, vous avez parlé des indicateurs colorés qu'on peut retrouver sur les emballages. Alors comment les détecter, comment les reconnaître et surtout comment les lire? Ben, c'est très facile, madame. En fait, il y a une photo, je ne sais pas ce que vous l'avez ou pas, c'est un emballage de 4 poires aux pommes, je ne me rappelle plus. Il y a 3 couleurs. La première couleur, c'est un jaune, ensuite c'est un orange, ensuite c'est rouge. Quand c'est jaune, ça veut dire que c'est ferme, d'accord. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est un petit peu maturé, et quand c'est rouge, c'est juteux. Ça ne veut pas dire que le produit est périmé, pas du tout. C'est pour vous donner une idée sur l'état de fraîcheur du produit. Pour ce qui est de la péremption, il y a d'autres paramètres, d'autres indicateurs, d'autres emballages. Voilà, nous sommes en train de le voir justement. Voilà. Là, il y a plusieurs couleurs, justement. Donc là, le rouge, là, quand ça démarre du jaune, c'est que le produit, il est ferme, il est croquant. À un certain moment, quand ça devient orange, ça devient un petit peu, pas mûr, mais un petit mou, etc. Et le rouge, c'est juteux, il y a plein de jus à l'intérieur. Alors là, M. Benazwa, finalement, c'est un tri qui doit se faire pièce par pièce, finalement, et on sait très bien que si on prend l'exemple, celui-là, c'était des pommes, n'est-ce pas? Je crois, oui. Oui, alors si on prend cet exemple-là, donc des pommes ou des fruits d'une manière générale, la vitesse, on va dire, de la maturité du fruit n'est pas la même. Donc c'est un travail qui doit se faire au quotidien. Non, madame, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a et c'est une réaction qui a lieu à l'intérieur de l'emballage. D'accord. Vous savez, lorsque les fruits mûrissent, ils dégagent de l'éthylène. D'accord. Et cet éthylène, il va réagir avec l'un des composants de l'encre, sur l'un des composants, ces encres-là. Et cette réaction chimique va virer vers le jaune, ou l'orange, ou le rouge. Donc c'est ce qu'on appelle un emballage intelligent, finalement. Là, pas uniquement intelligent, mais il est actif également, aussi. Parce que ça vous donne intelligence, ça vous donne une idée, des informations sur l'état de fraîcheur du fruit, et également vous donner des informations. Et actif parce que justement il réagit avec les différentes réactions chimiques à l'intérieur. D'accord. Donc on est avancé finalement sur la réflexion. Mais cet exemple-là, c'est parmi les premiers, j'allais dire, les premières applications des emballages actifs. Ça remonte à très très loin. En Europe, surtout au Japon, ils sont les pionniers, les leaders dans le domaine. Ça existe depuis très très longtemps, c'est pas nouveau. Alors toujours dans cette réflexion d'emballage intelligent et d'emballage actif, alors ce sont aussi des emballages qui peuvent impacter ou qui impactent directement sur la qualité du produit, notamment sur son état de conservation. Donc aujourd'hui, vous-même, vous avez développé quand même, vous avez pensé à des emballages où on peut se passer aujourd'hui des conservateurs chimiques. Effectivement. J'ai eu même une expérience avec l'un de mes clients. Je ne vais pas mentionner le nom, c'est un key player de l'agroalimentaire, la boisson, les jus, etc. Et c'est vrai, il n'utilise pas de conservateur, ni d'arôme, ni de colorant artificiel. Et malheureusement, la durée de vie du produit, elle est un petit peu limitée par rapport à d'autres produits qui contiennent des conservateurs synthétiques. On a constaté qu'au bout de 4 mois, le produit n'est pas périmé, mais la couleur et ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques, donc l'arôme, le goût, etc., ça baisse un petit peu. Donc on a été obligé de penser beaucoup plus, de développer un emballage parce que tout ça, avant de passer à l'emballage, tout ça, c'est dû au phénomène de l'oxydation. C'est l'oxygène qui va attaquer
la couleur, l'arôme, etc. Donc on a rajouté un additif durant la fabrication du flacon, pardon, et c'est ce qu'on appelle un auto-scavenger. En français, c'est un absorbeur d'oxygène. Et à partir de là, ça nous a donné 2 mois de plus. Donc au départ, c'était 4 mois, mais finalement, le shelf life du produit a été, on a pu faire l'extension jusqu'à 6 mois et voire plus. Alors justement, aujourd'hui, puisque tout ce travail se fait d'abord pour la santé du consommateur et pour la préservation du consommateur, on le dit toujours, le consommateur, lui, il est première chose attiré par l'emballage. Donc voilà, donc ce sont les couleurs, c'est l'agencement aussi au niveau des étalages. Donc tout ça, ce sont des éléments de marketing finalement qui attirent le consommateur. Voilà, alors justement, lorsque le consommateur vient pour choisir son produit, c'est là où il doit être sensibilisé. N'est-ce pas? Donc, encore une fois, pour choisir le bon produit par rapport au bon emballage. En fait, madame, comme vous l'avez si bien mentionné, c'est un élément vendeur. Et toute une innovation, ça c'est quelque chose, c'est une innovation dans l'emballage. C'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant. Donc, automatiquement, le consommateur sera très curieux de tester ce produit. Et c'est très, très... j'allais dire attirant, puisque c'est nouveau. C'est un emballage qui lui montre que telle couleur, ça correspond à une telle texture, etc. Ou ça indique que le produit est périmé, ou aussi que c'est un produit qui a été soumis à une température élevée au bout d'un certain temps, ou par exemple des indicateurs qui vont vous donner, vous saurez que la chaîne de froid a été interrompue quelque part brièvement, modérément ou vraiment pendant un temps assez important. Voilà, donc, tout ça c'est important effectivement, encore une fois, pour important et surtout pour la sécurité du consommateur. Non seulement on lui apporte une qualité meilleure, et aussi niveau sécurité, il est plus rassuré. Alors, toujours dans la préservation ou dans encore une fois, la sécurité du consommateur, aujourd'hui, M. Benazwa, on le voit un peu dans le monde, ma question c'est qu'en est-il en Algérie? Ce sont des applications finalement qu'on peut facilement télécharger sur nos smartphones et donc juste scanner le code barre pour avoir toutes les composantes, toutes les caractéristiques du produit et ça nous aide finalement à la prise de décision de l'achat ou pas. Où est-ce que nous en sommes? Oui, en fait, c'est vrai, il y a des applications, ce qu'on appelle l'emballage, c'est ça l'emballage intelligent, smart packaging, c'est que sur la base du code à barre ou le QR code, vous pouvez avoir toutes les informations, accéder au site du fabricant. Il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, en Chine par exemple, ça fait pas mal de temps, si vous achetez une boîte de carton et du lait, parce que c'est des QR codes qui sont un petit peu compliqués, en les scannant, vous êtes capable de remonter jusqu'à la vache laitière. Ah, carrément. Oui, absolument. La vache laitière qui a donné ce lait. Vous imaginez donc, et là, en Chine, c'est devenu pratiquement obligatoire. Le consommateur a le droit d'avoir toute la traçabilité du produit depuis la vache ou depuis la culture de tel ou tel produit. Ça, c'est pas nouveau. Donc je crois, vous allez me dire peut-être que le coût de revient sera, dans certains cas, pas du tout, parce que par rapport à ce qu'on a mentionné au départ, les réactions chimiques qui ont lieu pour nous donner telle ou telle couleur, ça ne coûte pas du tout, c'est 3 fois rien. Donc on peut très bien les appliquer chez nous. C'est une question, encore une fois, de volonté. J'ai parlé avec pas mal de fabricants d'emballage en Algérie. Certains, ils étaient très, très enthousiastes. Ils voulaient bien le faire, mais... Ouverts à la proposition. Mais le problème, ils ne connaissent pas encore la réaction du consommateur.
Pour eux, c'est un risque à prendre, mais je suis sûr que le consommateur algérien, il est j'allais dire, très informé par rapport à ce qui se passe autour de lui dans le monde, en ce qui concerne, parce qu'il y a la pub, Voilà. beaucoup de gens voient les chaînes étrangères, donc c'est pas nouveau pour eux. Donc automatiquement, le risque là, il est minimisé. Voilà, donc il y a déjà un prérequis, j'ai envie de dire, au niveau du consommateur, qui pourrait donc lui permettre d'être prêt à ce genre de décision. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, M. Benazaoui, de nous avoir encore une fois informés, sensibilisés par rapport à la question de l'emballage, qui reste quand même un élément important pour notre sécurité en tant que consommateur. Absolument. Voilà, en tout cas, c'est une partie. La prochaine fois, ça sera une suite également concernant la qualité du produit en utilisant un emballage qui est capable d'assurer cette qualité et cette sécurité. Voilà, donc finalement, c'est l'emballage. L'emballage, on a quand même l'impression que c'est l'un des éléments les plus importants du produit. Oui, c'est pour ça que ça coûte cher d'ailleurs. Oui. C'est pour ça que ça coûte cher, effectivement. Les produits de haut de gamme, par exemple, vous allez trouver un flacon de parfum, etc. C'est des flacons, des fois, c'est des designs vraiment compliqués. Le verre, il a été soufflé d'une façon vraiment, c'est de l'art, plus la boîte, etc. Et c'est des matières, la boîte carton, c'est à base de papier, c'est à base de matière vierge, de bois, ce n'est pas recyclé du tout. Ah oui. C'est pour cette raison que ça coûte très cher. Alors on en parlera la prochaine fois certainement. Merci beaucoup encore une fois, M. Benazaoui, d'avoir été parmi nous ce matin, de nous avoir éclairé encore une fois sur cette question de l'emballage. Vous avez parlé de Chine il y a quelques instants et justement, toujours dans ce cadre d'échange culturel et de connaissances entre l'Algérie et la Chine, un groupe d'étudiants s'est rendu, cette fois-ci pour la première fois en Chine, dans ce cadre d'échange. Je vous laisse voir ce reportage, on se retrouve juste après. Considérée comme un lieu incontournable pour ceux qui souhaitent plonger dans l'histoire de la Chine impériale, la cité interdite a accueilli parmi son large public les étudiants algériens issus du programme Huawei Algérie. Une visite qui leur offre une immersion dans le passé glorieux des dynasties Ming et Qing. La construction de ce palais a débuté en 1406 et s'est achevée en 1420. Chaque pièce des palais impériaux est un témoignage vivant du mode de vie des gouvernants qui y ont résidé. Après une immersion technologique approfondie dans la ville de Shenzhen, les étudiants ont pu clôturer leur séjour enrichissant en Chine à travers la visite de Pékin, ses monuments et sa culture. Nous avons accompagné les étudiants à la cité interdite afin de leur faire découvrir la richesse de la culture chinoise. Ce monument emblématique et très fréquenté revêt une grande importance chez le peuple chinois. Ce programme est très enrichissant et offre une multitude d'opportunités d'apprentissage et de découverte. Nous avons eu l'occasion de découvrir la culture asiatique. C'est un endroit magnifique et riche en traditions, avec de nombreuses choses à explorer. Les 20 étudiants algériens sélectionnés dans le cadre du programme mondial Seeds for the Future ont eu l'immense privilège de découvrir la richesse de la culture chinoise dans toutes ses dimensions. Et voilà, donc de retour sur le plateau. Et cette fois-ci, nous allons ouvrir en votre compagnie page santé. Et nous allons parler de liposuction en compagnie donc, de notre invité, Dr Salem Chalel. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Marhaba bik. Alors, docteur, liposuction, on en parle depuis quelques années. On connaît beaucoup donc, cette pratique, on va dire, beaucoup plus dans le côté esthétique ou pour des objectifs esthétiques. Et pourtant, donc, c'est une spécialité purement médicale, avant tout, n'est-ce pas? Absolument. Médicale et chirurgicale surtout. Chirurgicale surtout. Alors, la liposuction, justement, qu'est-ce que c'est pour commencer donc, déjà à vulgariser le concept? Voilà, la liposuction, donc, c'est une intervention chirurgicale qui se fait sous anesthésie générale. Elle est destinée donc à aspirer quelques amas qui sont tenaces, de graisse qui sont tenaces, au régime et à l'activité sportive. Voilà, donc le procédé, c'est on fait des petits trous, des petites incisions de part et d'autre, et à travers, donc à l'aide d'une canule, on va aller donc injecter, voilà, infiltrer un petit peu et retirer cette graisse-là. Voilà un peu le procédé.
D'accord, ça paraît tout simple, mais j'imagine que c'est très délicat. Il n'y a pas de petite chirurgie. Les gens pensent que parce que les incisions sont petites, c'est la petite chirurgie. Il n'y a pas de petite, il y a la chirurgie. Il y a la chirurgie chirurgicale. Quant à peut-être, je ne sais pas. Alors, j'allais dire, parce que là, c'est vrai que lorsqu'on parle de liposuction, on parle beaucoup plus de personnes en surpoids ou personnes en état d'obésité, mais là, vous nous parlez quand même de personnes sportives. Donc, finalement, on comprend que la liposuction, elle est destinée à toute personne ou il y a des catégories particulières? Très bonne question. En fait, sportive, non, mais le premier objectif, parce que tout le monde, dans la conscience collective, on pense que elle est amaigrissante et elle est amincissante, non. Le premier objectif, c'est pour les gens qui sont en bonne santé, à poids stable, et qui ont des petites charges, surtout sur les poignées d'amour, sur le ventre, sur les cuisses, etc., à aller chercher. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la panacée des obèses, du surpoids. C'est très important. J'insiste, l'obésité est une contre-indication, justement, de la liposuction. D'accord, justement, on va parler des contre-indications dans un petit moment. Mais justement, docteur, lorsque vous dites que c'est une chirurgie qui est destinée aux personnes donc, qui ont un poids stable, est-ce que c'est pour autant qu'on va comprendre que la personne devrait avoir quand même une hygiène de vie avant, ou est-ce qu'il y a un suivi médical avant qui doit se faire pour arriver donc à prendre la décision donc, de faire une liposuction? Non, une préparation, une hygiène de vie peut-être de chaque individu, il le faut, mais il n'y a aucune préparation. Donc en général, c'est sur des silhouettes déjà assez bien faites et avec des petites, vous voyez, quand on prend un embonpoint, etc., qu'il faudra intervenir. Mais la préparation, il n'y a pas de préparation préalable qui doit se faire. À part un bilan, à part faire des analyses, etc., aller voir son cardio, etc., il n'y a pas de préparation spéciale. Alors, c'est vrai qu'on voit que c'est une chirurgie d'abord réparatrice, d'abord aussi qui donne un effet esthétique. Alors, j'imagine que lorsque vous travaillez, vous faites très attention finalement à la symétrie, parce que je parle en tant que femme, oui, là. Bien sûr, bien sûr. Absolument. Donc, parce que l'une des inconvénients, justement, c'est la symétrie, c'est les imperfections, etc. La question, c'était... Alors, je disais justement la symétrie, donc absolument. Assurer une symétrie. Donc, je reviens sur l'objectif. L'objectif, donc, c'est un remodelage. C'est un corps déjà fait, qui a pris un petit peu de... Voilà, avec le temps faisant. La vie fait que, bon, on prend quelques kilos, etc., mal distribués. Donc, c'est le remodelage du corps et l'embellissement de la silhouette. C'est une sculpture. On sculpte déjà une silhouette qui existait déjà, on la resculpte. Et par ricochet, on a un apport psychologique, donc confiance en soi et redémarrer un nouvel élan dans la vie. C'est ça en fait. C'est redémarrer et faire attention, parce qu'on peut encore reprendre le poids, on peut encore reprendre toutes ces masses-là. Donc, c'est plutôt se donner un nouvel élan, une nouvelle vie, et redémarrer quelque chose de bien. Alors, docteur, justement, donc, une fois que la chirurgie est faite, généralement, la question qu'on se pose ou les appréhensions qu'on peut avoir par rapport à la liposuction, donc, ce sont les relâchements qu'on peut avoir par la suite. Alors, qu'en est-il justement de la prise en charge de ces relâchements? Très bien. Déjà, l'indication de la liposuction, il faut que ce soit un corps sans relâchement. Sur une silhouette qui n'a pas de relâchement. Parce que s'il y a déjà un petit relâchement, on va aller encore chercher la graisse, déshabiter cette peau de sa graisse, parce qu'elle est retenue par une graisse. Si on va encore aller la déshabiter, le relâchement s'accroît. Quand il y a un relâchement, c'est une autre intervention. C'est-à-dire liposuction associée à une abdominoplastie. C'est-à-dire on va aller exciser la peau excédentaire. Il ne doit pas y avoir, c'est un corps. On fait une liposuction isolée sur un corps sans relâchement.
Voilà, donc c'est déjà une condition avant de... Absolument. Voilà, donc déjà, c'est pour ça, j'attire un petit peu l'attention des malades qui appellent, des patientes qui appellent, c'est combien, etc. Il faut voir d'abord. Il faut voir d'abord. Quand vous pensez de chez vous, vous pensez dans votre tête que c'est une liposuction, alors que ça peut être autre chose. Donc il faut consulter, c'est très important la consultation. Voilà, la consultation est très très importante. Justement, je vais revenir sur cette question, parce que c'est vrai que parfois on impose, on pense, donc on voit juste le résultat et on ne connaît pas tout le processus, donc on peut effectivement tomber dans certaines erreurs. Mais sinon, docteur, quelles sont les contre-indications? D'abord, existe-t-il des contre-indications de la liposuction? Oui. Donc, après ce que j'ai énoncé comme indication, voilà. Il restera donc la première grande indication, c'est l'obésité. D'abord, on ne rend pas service aux patients. Et puis, on peut même créer des difficultés, des problèmes de santé à cette personne. Le deuxième cas, c'est une contre-indication médicale, c'est-à-dire avoir des maladies chroniques, cardiovasculaires, diabète, troubles de l'hémostase, etc. Grossesse, on n'a pas intérêt. Et même après la grossesse, il faut 6 mois après l'accouchement. D'accord. Voilà. Sinon, la cellulite, on n'aspire pas la cellulite. On ne fait pas d'hyposition à la cellulite. Et quand il y a des vergetures aussi, ça peut être une contre-indication relative. Parce qu'on va encore fragiliser, parce que la vergeture, c'est une déchirure de l'élasticité de la peau. Si on va encore aller irriter cette peau en dessous, elle peut même se nécroser, etc. Donc, ça peut être une contre-indication relative. D'accord. Alors... est-ce qu'il y a un âge particulier auquel on peut faire la liposuction? On peut le faire à n'importe quel âge? Je pense à vous dire, la majorité, c'est tout. La majorité? Voilà, de 18 à... Voilà, on commence déjà à 18 ans. Absolument, voilà. Et après ça, c'est la décision du chirurgien, hein, donc de faire ou de ne pas faire la liposuction. Absolument. Il y a aussi quand il y a des attentes irréalistes. Oui. Ça peut être une indication. Oui. C'est quand une patiente vient vous dicter ce que vous deviez faire, ça, ou alors avec une image d'une actrice ou quelque chose, d'un corps de rêve. Ça, il faudra aussi savoir dire non, etc. Les attentes irréalistes. Les attentes irréalistes. Absolument. Quand on a aussi un ventre qui est très relâché, on vous dit, faites-moi la liposuction, je ne veux pas que vous touchiez à la peau, ça, il faut vraiment, c'est pas réalisable. Ça c'est vrai que c'est irréaliste et c'est un peu tiré des films et des dessins animés parce qu'on voit ce genre de... Et puis il y a un manque de confiance, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui se recherche, qui se projette sur d'autres personnes, etc. Donc déjà là, il y a une case qu'il faut régler. Soit orienter le malade chez un psychologue ou un psychiatre pour voir un petit peu ce qui se passe. Et surtout un manque d'information, de sensibilisation par rapport à la pratique elle-même aussi. Aussi. Donc ça aussi, ça peut impacter effectivement. Alors, docteur, encore une fois, donc, parlant de ce manque d'information, d'orientation peut-être, alors si on a envie de faire une liposuction, comment on doit s'orienter, comment on doit s'informer? Avant ça, si on a un peu de temps, je voudrais parler Voilà. Très bien. Donc, parler de quelques complications. Oui. Il y a des complications inhérentes à toute chirurgie, c'est une chirurgie, et des complications spécifiques. Je passerai sur l'engourdissement, une petite hémorragie, l'infection, etc. Ça, c'est, voilà. Mais sinon, sur les complications thromboemboliques, c'est-à-dire les phlébites, vous savez ce que c'est? C'est quand il y a des petits caillots au niveau voilà. Déjà, la liposuction est une intervention pourvoyeuse de cette complication. Parce qu'on prend déjà le temps au bloc, c'est quelques heures, dans le froid, on opère à basse température. Souvent, il y a des facteurs de risque, prise de contraception orale, un peu de poids, tabac aussi. Tabac, c'est l'ennemi de la chirurgie esthétique. Donc, il y a tous ces trucs-là qu'il faut prendre en charge. Donc, pour prévenir les complications thromboemboliques, la phlébite, c'est donc, on fait lever le malade précocement. Le malade, il se lève le même jour, il marche, il déambule. On met des anticoagulants en post-opératoire et des bas de contention. Vous voyez, tout ça pour éviter. Parce que c'est une complication qui peut être fatale. Très important, j'attire l'attention. Donc, quand on vous donne les consignes, n'enlevez pas. N'enlevez pas vos bas, faire les injections d'anticoagulants, et puis
déambuler. Alors j'imagine, docteur, dans tout votre parcours, vous avez dû certainement rencontrer des patientes ou des patients aussi dont la chirurgie a été malheureusement ratée. Alors est-ce que c'est récupérable? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est des imperfections, on peut toujours. Vous savez, la chirurgie, ce n'est pas une science exacte. On peut toujours avoir une petite asymétrie, etc. Mais souvent, c'est un peu. Voilà, ça dépasse un peu l'entendement. Ça dépend des, ça dépend des cas. Donc tout dépend des cas, tout dépend aussi de degré de ratage, on va dire, de l'intervention. Absolument. Voilà, donc finalement, on ne peut pas tout le temps faire des miracles en chirurgie, malheureusement. Ça dépend, ça dépend. C'est pourquoi justement, on va parler peut-être... Et donc là, c'est là où l'orientation, finalement, vers le chirurgien est importante. Absolument. Plutôt le choix du chirurgien. Le choix. Le choix du chirurgien est très, très important. Parce que, malencontreusement, je constate que la chirurgie esthétique et la médecine esthétique sont gérées par l'influence sur les réseaux sociaux. Et souvent, souvent vous êtes mal orienté, vous êtes orienté de façon déloyale. Voilà, je ne dirais pas plus. Donc il faut faire très attention quand on vous dit, non seulement on vous dit, partez voir tel, il est très bon, mais on vous rajoutera que n'allez pas voir tel ou tel, alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Ça, les malades me racontent, etc. C'est juste désagréable et ça désoriente les malades. Ça désoriente, effectivement. Et d'autant plus, docteur, on comprendra aussi par votre intervention que les cas, c'est du cas par cas, que les patients aussi, c'est du cas par cas. Ce n'est pas parce que ça a marché sur un patient que ça va donner automatiquement les mêmes résultats sur un autre. Donc une autre personne peut encore une fois avoir besoin d'une autre prise en charge qui lui sera destinée à elle, appropriée. Voilà. Oui, je reviens donc à l'indication. Donc c'est pour ça qu'il faut une consultation. Il ne faut pas appeler pour voir combien le prix, faites le tour. Ce n'est pas le prix, il faut voir le chirurgien, voir la consultation, comment il vous explique. J'ouvrais même une petite parenthèse, ce qu'on appelle la charte du malade qu'on n'a pas ici. Le malade a même le droit de demander le diplôme à médecin. Docteur, on m'a dit beaucoup de bien sur vous, etc. Mais comme il y a des choses qui se passent, est-ce que je peux voir? Voilà, ça se dit et c'est un droit de voir. Il faut montrer les choses parce qu'il y a, malheureusement, je respecte mes confrères, mais il y a des pratiques... voilà. Surtout quand vous dites parfois il y a des pratiques qui sont irrécupérables, malheureusement après les impacts sont néfastes sur le patient lui-même. Voilà, surtout que quand c'est pas le vrai spécialiste qui fait la chose, c'est vraiment voilà. Voilà, donc mot d'ordre aujourd'hui, docteur, c'est d'aller voir sur le médecin, de consulter, probablement de réfléchir surtout. De réfléchir. Probablement on n'aura même pas besoin de chirurgie finalement. C'est très probable. Hein. On viendra et vous allez nous dire finalement c'est pas ce dont vous avez besoin. Je dirais que la chirurgie esthétique ce n'est pas une maladie. C'est-à-dire, je veux dire, prendre du poids, etc. Quand on va chez son plasticien, il faut réfléchir. Il n'y a aucune urgence. N'acceptez pas. Moi, j'ai entendu des choses où on fait la pression. J'ai fait une promotion ce mois, ramenez vos copines, on va vous faire à tel prix. Il ne faut pas céder aux sirènes. Donc, il faut prendre son temps. Voir et voir et voir et voir pour prendre la décision. C'est très important. C'est très important, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Et tabac aussi. C'est très important ce que vous dites, docteur. Le tabac, c'est très important. Ne le cachez pas aux praticiens. Il faut dire, je fume, vous êtes libre, c'est pas un interrogatoire policier. Il faut le dire pour asseoir un sevrage au moins 15 jours avant et 15 jours après, parce que ça... Et pourquoi pas un sevrage à vie par la suite? Pourquoi pas un déclic pour un sevrage définitif, parce que ça fait des suites très, très, très perturbées. Surtout sur d'autres interventions à cicatrices, etc. En tout cas, merci beaucoup, docteur, de nous avoir encore une fois éclairé sur cette pratique très répandue, mais qu'on ne connaît pas finalement convenablement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On vous retrouvera Inch'Allah très bientôt pour une autre thématique. Merci, docteur. Et on continue, je vous le disais ce matin, nous allons nous intéresser donc à la documentation de la vie sauvage. Et là, je vous propose donc une vidéo que l'association a préparée. Je vous laisse voir.
Des images à couper le souffle, hein, n'est-ce pas, donc sur la vie sauvage en Algérie. Donc toutes ces images ont été donc prises par des passionnés de la nature qui font un long combat d'ailleurs pour la préservation de la vie sauvage en Algérie, et ils se sont donc organisés en association, l'association AWA, qui est représentée aujourd'hui sur notre plateau par Khaled Ayash. Khaled, bonjour. Bonjour madame. Je tiens d'abord au nom de l'association AWA à vous remercier pour cette invitation. Donc c'est un plaisir d'être ici. Alors d'abord, avant de commencer, je vous félicite pour tout le travail que vous faites. C'est gentil. Moi en tout cas, je vous suis sur les réseaux sociaux, c'est un plaisir de vous suivre. C'est gentil. Sur tout le travail que vous faites. Alors on rappelle que vous êtes médecin, n'est-ce pas, médecin et passionné de la vie sauvage. De photographie animalière et de vie sauvage d'ailleurs, par la force des choses. Voilà, et apparemment on me dit que c'est le service civil qui a déclenché finalement cette passion pour la photographie. Exactement. J'étais en service civil en 2013 à Janet, dans l'extrême sud. Dans mes moments de vide, je sortais dehors et contrairement à ce qu'on en croit, le désert n'est pas aussi déshabité que ça. Donc j'ai acheté d'abord un petit appareil au début, je commençais à photographier, à voir ce qu'il y avait comme espèce animale en Algérie. Je me suis rendu compte, mais finalement, les études remontaient à très longtemps. Il n'y avait pas d'études récentes sur la liste réelle. Donc j'ai commencé à lister les espèces qui étaient présentes à Janet d'abord, à créer une petite page pour représenter les animaux du Tassili. C'était le nom de la page, c'était les animaux du Tassili. Après là, le groupe commençait à se former. Je commençais à connaître des gens de différentes wilayas qui avaient la même passion. Donc on commençait à devenir amis, à aller photographier chez l'un, chez l'autre. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle espèce, on s'est déplacé pour la photographier. Là, la passion a commencé à prendre de l'ampleur. Voilà. Et justement, alors c'est un travail que vous avez fait au départ. Donc chacun dans son coin, j'ai envie de dire. Exactement. Vous faisiez un peu cavalier seul. Exactement. Mais il y avait beaucoup de passionnés. Et puis à un moment donné, vous vous êtes dit, on doit finalement s'organiser. Et l'association est née en 2022. En 2022. Alors parlez-nous un peu de l'association. Donc l'association, comme on l'avait dit, au début, chacun faisait son travail de son côté, dans son petit coin. Donc on commençait à se connaître, un groupe d'amis s'est constitué. L'idée de faire un travail, disons, structuré, c'est-à-dire de promouvoir la photographie animalière en Algérie d'une manière éthique, disons, et artistique. D'accord. Donc, il y en a qui avaient commencé en 2013, 2014, 2015, il y avait des enseignants, des médecins, des photographes, des forestiers, on était un peu... il y avait de tous les domaines. Donc l'idée de l'association est venue de là. On avait fait une réunion en 2021, en 2022, on a eu l'accord presque en fin 2022-2023. Voilà, 2022 plutôt. Voilà, donc l'association est née depuis 2022 et c'est vrai que c'est un travail très structuré que vous faites et on voit que le travail que vous faites est un travail qui demande beaucoup de patience parce que finalement vous les attendez, les espèces. Exactement. Vous êtes vraiment là à l'attente de l'espèce, alors on ne sait pas si elle va apparaître ou si elle ne va pas apparaître et à quel moment. Et c'est un travail finalement de patience que vous faites et c'est du bénévolat finalement sur le travail, enfin sur le terrain. Parlez-nous un peu de votre engagement justement par rapport à la préservation de la vie sauvage. Donc, effectivement, c'est-à-dire pour photographier l'animal est discret d'abord, il se cache bien, il change d'endroit, c'est-à-dire à la langue on commence à plus ou moins connaître ses habitudes, les lieux où il faut le photographier et tout. Après, c'est vraiment un travail d'entraide. Chaque fois les gens de la région connaissaient les habitudes des animaux, donc ça nous facilitait la tâche. Maintenant que l'association a été créée, ce travail devient plus intéressant. Une liste commence à apparaître, une liste réelle avec photos, un inventaire des espèces locales prouvées, avec des photos et tout. D'ailleurs, c'est le premier objectif de l'association. C'était la documentation. Documenter la vie sauvage en Algérie, répertorier, créer un inventaire récent sur les espèces qui vivent en Algérie. D'ailleurs, grâce à ça, on a fait beaucoup de découvertes. Quand vous allez voir les images peut-être après. Il y a des images qui défilent en même temps. Exactement. De nouvelles espèces d'oiseaux qui n'existaient même pas dans le cycle algérien, comme le prignard franc écailleux, la moellette, le renard pâle. C'était la découverte d'un mammifère en Algérie.
C'était quelque chose de nouveau. D'exceptionnel. Exceptionnel. Mais les objectifs de l'association ne se limitent pas à ça. Maintenant, en plus de la documentation, il y a un travail de sensibilisation. Un travail de sensibilisation qui se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire dans les écoles. Il y avait une expédition même jusqu'à Timiaouine. C'est pour engager les élèves, les enfants à l'esprit de protection de la nature et la sauvegarde de la nature. Cette nature qui est très fragile déjà chez nous. On a participé à des expositions dans des galeries de photos animalières qu'on faisait, dans des journées scientifiques, d'accord. Encourager la jeunesse à se lancer dans ce domaine, et qui n'est pas aussi difficile que ça. C'est quand on est bien entouré, quand on est aidé, encadré aussi. Quand on est encadré dans une structure bien particulière, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Alors justement, toujours Khaled, dans ce sens, c'est aussi un travail de sensibilisation que vous faites auprès, on a vu à travers les réseaux sociaux, auprès déjà de la population locale, mais aussi auprès des chasseurs amateurs. Donc on a vu que parfois ce sont des images franchement qui fondent le cœur. Donc on voit un peu les animaux, comment ils ont été maltraités. Et donc c'est un travail réellement de sensibilisation. Donc vous parlez un petit peu de l'importance de cet animal déjà dans l'équilibre écologique, n'est-ce pas? Exactement. La sensibilisation doit se faire. Arrêter la chasse du jour au lendemain, ça ne va pas se faire. Au moins informer le chasseur sur les espèces rares, les espèces menacées, les espèces qu'il ne faut même pas approcher carrément. L'exemple le plus triste chez nous, c'est l'histoire du chardonneret. Le chardonneret, c'est la passion algérienne par excellence. Qui reste une espèce endémique à l'Algérie. Il y en a un peu partout, mais on a notre sous-espèce particulière. Il y a 10 ans, on le voyait partout. On le voyait partout. Maintenant, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Ça fait maintenant, depuis 2013, je ne l'ai rencontré que 2 ou 3 fois. D'accord? À cause de la chasse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de respect de l'animal lui-même. Maintenant, la chasse, c'est-à-dire chasser, on voit par exemple des photos, vous l'avez dit, choquantes, de la chasse au loup par exemple, le loup doré, notre loup à nous. Finalement, c'est une chasse qui ne sert à rien. Parce que ni c'est un animal qui se mange, c'est juste pour... C'est pour le plaisir pour le chasseur, mais après, l'impact sur la nature. Il y a du gibier, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. On essaye de sensibiliser. Ce n'est pas la faute au chasseur, c'est la faute... Il faut l'informer, c'est tout. Voilà, c'est la sensibilisation parce qu'il est né dans un milieu où il a vu ses pères, il a vu chasser et tout. Pour lui, c'est normal. Il suffit parfois, et on a même parmi nous des gens qui étaient avant en chasseur, qui sont maintenant de fervents défenseurs de la nature. C'est-à-dire, tout peut changer. Voilà, tout peut changer. Et justement, pour, encore une fois, faire un travail de sensibilisation de fond, est-ce qu'il y a un travail que vous faites aussi en collaboration avec les institutions concernées, telles par exemple la direction des forêts, de la protection des forêts, par exemple? Donc là aussi, parce que c'est une institution qui travaille aussi pour faire un peu ce répertoire des animaux et aussi la préservation des animaux. Exactement. Le travail doit être collaboratif. Tout le monde doit participer à ça. D'accord. C'est-à-dire on a des conventions même avec la direction des forêts. On va parler après de l'histoire du martin triste et tout, comment les se font, comment l'action sur le terrain se fait, avec l'association des chasseurs, d'accord, pour réguler le nombre des chasseurs amateurs, justement, pour que tous les chasseurs rentrent dans un cadre structuré aussi, c'est-à-dire avec l'association des éleveurs d'oiseaux, c'est-à-dire pour dire telle espèce ne devrait pas être élevée en Algérie, c'est telle espèce, il faut protéger telle espèce ou une autre. C'est-à-dire c'est un travail de groupe, entre associations de préférence, pour bien sensibiliser l'ensemble du peuple. Voilà, ça reste toujours un travail de collaboration. Exactement. Mais sinon, tout le monde peut intégrer l'association? Bien sûr, bien sûr. Pour le moment, le lancement doit se faire dans la prochaine réunion. On va lancer les inscriptions, Inch'Allah. Tout le monde peut adhérer, ça sera avec des cartes et tout, Inch'Allah, ça se fera très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas, vous souhaitez une très belle continuation. Bravo encore une fois, félicitations pour tout le travail colossal et de passion et patience que vous avez sur terrain. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue
cette fois-ci, nous allons nous intéresser au cinéma, mais le cinéma et la mémoire, puisqu'un colloque international a été organisé cette semaine entre le 9 et le 11, où il y a eu donc des scientifiques, des académiciens, mais aussi les professionnels qui ont débattu donc de l'importance du cinéma pour la promotion de l'histoire. On revient sur cet événement dans cette couverture réalisée par Samia Bouaroura tout de suite. Les travaux du Forum international sur le cinéma et la mémoire, organisé du 9 au 11 décembre dernier, ont été marqués par la participation de chercheurs et de spécialistes de 16 pays, dans divers domaines tels que le cinéma, l'histoire et les médias audiovisuels, et des professionnels du cinéma. Le cas de John Hill, réalisateur et enseignant à l'Université de Londres, qui nous parle de l'intérêt de cette rencontre organisée par le CADC. C'est important d'utiliser le cinéma comme outil de préservation de la mémoire de chaque peuple. Ce forum est très intéressant. Ça nous permet de rencontrer beaucoup de professionnels, des cinéastes, des réalisateurs et des chercheurs pour s'échanger les expériences. Plusieurs problématiques ont été débattues, dont le rôle du cinéma comme outil pour la construction et la documentation de la mémoire collective et le renforcement des valeurs de liberté et de résistance. Le comité organisateur aussi a mis l'accent sur l'intérêt de s'ouvrir sur les expériences du cinéma de résistance dans d'autres pays. Abdoulaye Diallo, je viens du Burkina Faso, je suis communicateur, réalisateur, producteur de films, mais aussi promoteur de festivals, un festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression qui s'appelle Ciné Droit Libre. Je pense que c'est très important de questionner le cinéma. Pour le peu que j'ai suivi, je sais qu'il y a une préoccupation. C'est de dire comment on met le cinéma au service de l'unité, au service du narratif de notre propre histoire. Et ça, c'est très important. Et le cinéma doit jouer ce rôle-là. L'encouragement de la formation a été aussi soulevé pour briser le monopole mondial du cinéma. Rachid Belhadj, réalisateur algérien. Je crois que 70 ans après l'indépendance, c'est un moment de constat aussi. Des films qui ont été faits sur la lutte de libération, etc. Et d'un côté, on fait un bilan, de l'autre côté, il faut penser au futur. Le cinéma est un langage. Et si on n'apprend pas ce langage, on ne peut pas faire de films intéressants. D'autant plus si on touche à l'histoire. L'histoire demande aussi un travail de recherche. Et dans le cinéma de films historiques, on peut séparer. Il y a le documentaire qui demande une précision, on ne peut pas des dates précises. Et il y a la fiction où il y a plus de liberté pour l'artiste, pour le réalisateur de fabuler. Voilà. Tant qu'on fait des études en cinéma, donc on a théorie et pratique. Donc ça impacte parce que la première des choses, on crée, c'est-à-dire avec cette rencontre-là, on crée un réseau, c'est-à-dire on s'échange avec des grands réalisateurs, avec des acteurs, avec des producteurs, avec des docteurs, des professeurs dans ce domaine-là. Donc on aura plus de bagages, de culture cinématographique, de culture générale. Durant ce forum, un hommage a été rendu à des personnalités algériennes célèbres dans le domaine du cinéma révolutionnaire ainsi qu'aux pionniers du film révolutionnaire, notamment les réalisateurs disparus Amar Laskri, Tahar Hannash et Ben Ammar Bakhti. En plus d'un hommage spécial aux réalisateurs Ahmed Rachdi et Rachid Bouchareb, ainsi qu'à la comédienne Nadia Talbi. L'hommage a également inclus plusieurs cinéastes étrangers amis de la Révolution de libération nationale qui ont soutenu avec leurs caméras et par différents moyens et outils créatifs la lutte du peuple algérien. Parmi lesquels le cinéaste serbe Stevan Labudovic, le réalisateur français René Vautier, le réalisateur italien Gillo Pontecorvo et le réalisateur cubain Milton Alberto Diaz.
Et voilà, donc c'était la couverture signée Samia Bouarour de cet événement. Donc il y a, comme je vous le disais, réuni donc des professionnels du cinéma, mais aussi des scientifiques afin de débattre du cinéma et de la mémoire. Plus de détails sur cet événement en compagnie donc de Nabil Kitouni, mais ce sera juste après cela. Nabil, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Nabil? Ça va, ça va. Ça se passe bien? Ouais. Alhamdoulilah, très très bel événement finalement cette fois-ci qui a plutôt un regard scientifique, on va dire, sur le cinéma pour cet événement. Oui. Voilà, exactement. Tout est dit à travers le reportage, de Samia Bouarour, mais exactement ce colloque qui a été organisé il y a quelques jours, c'est du 9 au 11, qui s'est tenu à l'hôtel Horace à Alger. On rappelle que c'est-à-dire un colloque international, je dirais sous le thème cinéma et mémoire, une fenêtre sur le passé et une vision pour l'avenir. C'est ça qui est important un petit peu, ce trait d'union, c'est à ne pas oublier, c'est entretenir cette mémoire collective à travers la fiction. Quand je dis fiction, ça sera film, long métrage ou documentaire, qui a été si bien expliqué par Abdelhad tout à l'heure, sur l'importance, c'est-à-dire bien sûr il y a des documents pour le film documentaire, c'est-à-dire des archives et la fiction. C'est pas, quand il parle de liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais c'est prendre, c'est-à-dire un fait réel. Et bien sûr, il y a cette façon aussi, parce qu'il y a le cinéma, il y a la caméra, on ne peut pas. Voilà. Et forme de nuance, mais qui est quelque part pas orientée, mais respectée, pour rester et demeurer dans l'authenticité de l'histoire. On a pu voir dernièrement le film de Ben Mehdi, voilà. Il y a quelques films aussi en attente de Zeroudi Youssef, de Mounis Khammar. C'est là aussi, ce sont des films, parce que, comme l'a rappelé le ministre de la Culture, Zohira Belalou, c'est entretenir, je dirais, cette mémoire à travers des productions nouvelles, c'est-à-dire des films et tout, pour préserver cette mémoire au moment même où, je dirais, de parler, certains médias, on essaye d'occulter et de parler quelque part même de bienfaits de la colonisation pour dire un petit peu, voilà, pour revenir, pour sortir un petit peu de, pas pour sortir, mais dire un petit peu, voilà, les tenants je dirais, de ce colloque. Et vous avez dit, c'est bien de dire scientifique, parce que c'est professoral dans le thème où il y avait des professeurs, il y avait des étudiants. De véritables recherches, cette fois-ci. Voilà, des chercheurs, plutôt je préfère dire chercheurs, voilà, d'université, qui sont revenus à travers certains réalisateurs, parce qu'on a pu voir tout à l'heure Hill, le professeur, John Hill, qui s'est, quelque part, il a pris comme matière, le réalisateur, comme matière pour parler, pour appuyer, je dirais, son argument, c'était Ken Loach, voilà, le réalisateur Ken Loach, connu pour travailler, c'est-à-dire sur les maux de la société, revenir un petit peu sur plein de films traitant de la guerre d'indépendance et tout. Et à travers, je dirais, cette thématique et à travers les sessions qui se sont déroulées, on est revenu sur, je dirais, cette forme, la décolonisation, comment elle a été traitée par les fictions, d'ailleurs il y avait des hommages qui ont été rendus à des gens qui ont accompagné, je dirais, cette période de l'histoire algérienne à travers la fiction, le film René Vauthier, Image, la personne qui a Stevan Labidovic, le Serbe, à l'époque de la Yougoslavie, voilà, qui accompagnait les éléments de la LN. Il y a eu un hommage qui a été rendu à Gilou Pontekovo, mais il y a eu la présence du petit-fils, revenant sur la bataille d'Alger, un film qui a été interdit un peu partout à sa sortie. Voilà, c'était le déni un petit peu de ce qui s'est passé, parce que ça traitait de la torture et tout ce qui s'ensuit. Après, on rappelle, Nabil, que la particularité de ces films-là, c'est que beaucoup de séquences étaient des séquences réelles et non pas des séquences cinématographiques. Donc c'était réellement lorsqu'on parle de documents, d'archives. Voilà, des documents d'archives. Donc c'est vrai que c'était un film fiction, mais beaucoup de séquences étaient réelles. Et donc c'est ce qui a déclenché un petit peu ce déni. Le déni, c'est-à-dire traiter certains sujets
sujet où c'était l'époque où on refusait de voir. Il y avait même certains réalisateurs qui ont eu le courage qui ont eu le courage de traiter la question, je dirais, le problème, la décolonisation et je dirais la guerre d'indépendance. C'était des films interdits, Il y a eu d'autres films qui remettaient en cause, je dirais, les affres de décolonisation et tout. Mais c'est ça, je dirais, l'intérêt de ce genre de colloque, de cette manifestation, c'est de ne pas oublier, de ne pas, qu'il y a eu ça, et de continuer à produire des films pour entretenir cette mémoire collective. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir tout à l'heure, il y a la photo qui symbolise un petit peu ce colloque. C'était d'Ali Kouirat. Oui, on l'a vu. Voilà. C'était l'opium et le bâton. Oui. Parce que les générations actuelles, ils ne retiennent pas peut-être le film. Il y a une phrase, c'était Ali Moutouakaf. C'est dans l'ADN un petit peu voilà. D'ailleurs, Ali Moutouakaf, c'est rentré dans le jargon. Voilà, c'est dans l'ADN. C'est pour ça que je parle de l'ADN. Quand on a envie de dire à quelqu'un va jusqu'au bout, on va lui dire Ali Moutouakaf. C'est pour dire cette phrase culte qui est restée dans l'ADN. Vous pouvez interroger certains. Ils ne pensent pas au film l'opium et le bâton, alors mais ils disent oui, c'est pour dire un petit peu la force je dirais, de cette réplique et qui est un petit peu l'ADN, je dirais, du cinéma algérien, c'est-à-dire de rester debout et de continuer à produire ces films qui sont, je dirais, importants et nécessaires, surtout importants et nécessaires pour les générations, je dirais, actuelle et la génération future. Et ils ont parlé aussi, il y a eu un truc intéressant, c'était sur Pasolini, je dirais, parce qu'il y a eu sur le réalisateur anglais Ken Loach revenir, parce qu'il y a eu c'était argumenté par ces chercheurs à travers des cinéastes, même un cinéaste français sur Case Départ qui traitait de l'esclavagisme et tout ça, parce qu'on semble oublier qu'il y a des causes qui ne sont pas encore gagnées actuellement. On parle de ce qui se passe à Gaza, sans parler de ce qui se passe à côté de chez nous, sans rentrer dans... Et il y a ça aussi, ça a été traité par Pasolini, c'est sur le documentaire, un petit peu pour revenir à ce qu'on disait, parce que c'est l'époque, il faut voir aussi l'époque. Voilà, et surtout le déni, l'époque, c'était fort, et c'était fort, et je dirais, de la part de certains réalisateurs, de traiter de ces sujets, je dirais, à l'époque-là. Voilà, effectivement, donc finalement, ce sont toutes des thématiques très importantes qui ont été effectivement débattues, abordées lors de ce colloque, on le rappelle, qui s'est déroulé donc, du 9 au 11. Nabil, merci beaucoup d'être revenu donc, sur on va dire... sur les actes du colloque, voilà, les actes du colloque. Merci beaucoup Nabil, on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre découverte, encore une fois, cinématographique. Cette fois-ci, on continue, ça va être pause musicale, mais pas des moindres, puisqu'aujourd'hui, c'est une pause musicale à travers laquelle nous rendons hommage à un artiste, qui nous a quittés il y a quelques jours de cela. Il s'agit de Abdelkader El Khaldi, lui, qui a été donc surnommé comme l'ambassadeur, donc finalement, de la chanson Bedoui. Je vous laisse apprécier cette chanson de la Allez, on se retrouve juste après. يما يما وشعل سهرتي الليالي يما وسهرتي الليالي بحنانك دفيتيني يما ويما ومن جهدك عطيتيني يما ومن جهدك عطيتيني وبعطفك قويتيني يما يما والنبي وصى والجنة تحت قدامك يا ويحلي عصاك وقهرك يا ويحلي عصاك وقهرك في الآخرة وش تقول للرب يا الميمة سمحي لي 9 أشهر حملتيني بالآلام وضعتيني بسمتيها وكي شفتيني
9 شهور حملتيني بالآلام وضعتيني تبسم فيها وكي شفتيني إلا مرتها حداويني وإلا بردها تخطيني يا تجوعيها وتشبعيني الله يحميك يا لمي ما إلا مرتها تداويني وإلا بردها تخطيني تجوعي وتشبعيني الله يحميك يا لمي ما سمحيلي 9 شهور حملتيني يا لمي ما صباح الخير كل صباح عندي عيد نشوفك نبقى زهيق ونروح الشغل يهني يا لمي ما صباح الخير كل صباح عندي عيد نشوفك نبقى زهيق ونروح الشغل يهني يما سهرتي ليالي بحنانك يا ودفيتيني من جهدك يا وعطيتيني يا بعطفك يا قويتيني يا ماما يا أما سهرتي ليالي بحنانك يا ودفيتيني من جهدك وعطيتيني يا بعطفك يا قويتيني. Et voilà, donc c'était une pause musicale en compagnie donc, de Abdelkader Khardillah qui nous a quittés il y a quelques temps de cela. Notre deuil finalement pour la famille artistique et pour tous ceux qui l'ont connu, pour tous ceux qui l'ont aimé effectivement. Et comme chaque samedi, donc nous terminons l'émission en compagnie de notre amie Amina Zeri. Amina, bonjour. صباح الخير برباح. صباح الأنوار. صباح الأنوار وصباح الجمال وصباحكم بربحكم. Bien sûr, je salue tous nos amis qui nous suivent en ce moment en Algérie et les Algériens sont un peu partout, donc صباحهم بالخير. Inch'Allah, on va passer un agréable moment avec nos invités. Voilà, donc حبيت نبدأ ب Notre invité, c'est un artiste, c'est un passionné de nature. Avant de le présenter, نبدأ بزين الكلام. Alors, لا ما نعقدوش هذه ما نعقدوش عاد. C'est un poème, donc يقول c'est un poème d'une تقدري تقولي un extrait d'une chanson écrite par Kamal Cherchar, notre grand artiste et notre grand poète, et une chanson qui a été composée par Nasreddin Ghaliz et chantée aussi par Nasreddin Ghaliz. تقول لك أنا البحري حياتي بحرية والبحر ملكني من زمان نحب القعدات الخلوية جيتارة بونجو ميزان نحب القعدات شط البحور والموجات تبربر فيا نحب الخرجة في البابور ولا فلوكة تدوح بيا هايم غير في الشط ندور حتى تغيب الشمس عليا فيه الحكمة وشي أمور وفيه النشوة والسلوان كي تنفح لي نريح بالي نروح للبحر نعمل دارة تحكم الصيادة وتوالي ندي القصبة والصنارة وكي يكون اللمس وتحلالي يفوت الوقت ونجيب السهرة عندي ما جوزت ليالي مقابل الموجة سهران نحبك يا بحر تكون هادي والنور الشمس معاكس فيك نسمع صوت الحوت ينادي نتخلوى ونتونس بيك بابور جاي وبابور غادي لونك الازرق رد عليا زاد النص في حسن بلادي كانز ومخبي المرجان ساعات يهيج يرهبني ويا ويح اللي قرب ليه ما يفرق المليح من الدوني واللي جاب الوادي يديه وساعة كي الشمس تحرقني لازم نضرب غطسة عومة فيه أنا البحر يعجبني راحة للفكر والبدان هذه نهديها
je dédie cette poésie, belle poésie de Kamal Cherchar. كامل الناس اللي يعشقوا البحر ويحبوا البحر وما أكثرهم في بلادنا. Notamment à notre artiste, notre invité Mohamed Chala. Mohamed Chala qui est artiste, donc Nour Al-Huda, c'est notre amie, notre animatrice principale. Bonjour à vous, à notre auditeur. الناس اللي يشوفوا فينا من الخارج شفتوا الجاليات على الخارج اللي متوحشين لي بلا تاعنا كي نقول لك تاعنا شوي بوكو pour la recette algérienne qui est typiquement algérienne. Je suis في هذا الدومين هذا j'essaie de donner le meilleur de moi-même ومن هذا المنبر نشكر القناه الجيري qui m'ont fait وامينه qui m'a découvert ويعني عطاوني l'opportunité parce que j'ai passé déjà on a fait un plat هنايا et le plat هذاك عبر امينه j'ai eu le premier prix في un concours بويره j'ai eu le premier prix تما درنا طعم تاع البلوط avec le fruit de mer studio هذا كاع ولا يحوش مازال تريح. Mohamed Chala, c'est un passionné donc de l'art culinaire, c'est un artiste, c'est un Elbiérois, il est natif d'Elbière. Et un jour, il tombe amoureux d'une région paradisiaque, côtière, qui est Boucheral, du côté de après Beni Hawa. Beni Hawa. C'est-à-dire avant Tunis, 20 km avant Tunis. C'est vrai que c'est une région paradisiaque. Paradisiaque. C'est magnifique. Et ce qui me plaît au Mohamed, c'est qu'aujourd'hui, il fait fusion, un mariage entre les plats traditionnels, taouana, djouaz qarnoun, djouaz kharchef, zroudia mchrmla, avec des plats modernes à base de poissons, de fruits de mer. C'est-à-dire de notre poisson. Oui. J'insiste ça. Notre poisson, parce que بالك الناس ما على بالهمش ولا كاين اللي على بالهم كاين بزاف اللي ما على بالهمش que nous avons les meilleurs produits c'est-à-dire les mondial في الدومين تاع في البحر même on dirait هذا لو برودوي هذا qui c'est un produit de valeur que ce soit la crevette ولا le miro تاعنا ولا la lotte ولا toutes les poissons اللي تسمعي بهم انت هكذا في سمو سي حنا عندنا la qualité du poisson هذاك avec sa couleur تشوفي لي كولور اللي عندهم هذوك باسكو دي كولور هذوك يجوا من المليون في كوره تاع كوره هو اللي مدير لهم هذوك لي كولور داير سي لا سبيسيفيك تاع le bassin algérien qui a beaucoup de belles choses. Bon, je dis pourquoi on a كامل هذا التيروار هذا وهذه لا ديفرسيتي اللي عندنا وعلاش ما نديروش دي بلا كي نو كوريسبون ويكونوا تاعنا ماشي زعما تسمعي ان ساندويتش كراك ان طاجين ماروكان بايلا اسبانيول باستا ايطاليان اي دون تو سا حنا وين رانا حنا ماذا بيا جو في اون في دي شوز des recettes qui correspondent à notre culture déjà, notre climat en deuxième temps, ou notre façon de voir ou de manger la chose. C'est-à-dire, maintenant, j'ai fait cette recette pour dire aux gens comment les Algériens mangent la crevette. Oui. C'est pas la crevette en sauce, on connaît tous, la crevette sautée, on connaît tous. Mais crevette revisitée avec dolma et aussi c'est-à-dire le truc économique. Il coûte combien ce plat, Mohamed? والله يا امينه صدقيني بالك ما يامنونيش الناس ولا باكي دوك نحسب لك سير بلاص والله ما نلحقش 120,000 ما نلحقش 1200 دينار ما نلحقش افيك جيبي واش جيبي رطل ميم با 300 غرام ولا 400 غرام دو كريفات بلونش لا بليغور تخليها ديكور والاخرين ديريهم شغل كي لي فيون داشا هكذا بصح شنو اكوتو ما نديروش هو اشوار اكوتو وشنو لا سبيسيفيك اللي فيها اللي لا توش اللي عطيتها لها جي في دي كولور فيها دي بيمون اورانج جون اي روج هذوك لي كولور اللي يعطيوها هذيك لا بوتي تاعها او ميم طون avec des couleurs on va juste essayer de le rapprocher un peu à la caméra. حبيت ندوقك. شوفي أمينة. قالت لي ما تدوقنيش. مي أنا جو تيان اسكو نور الهدى تذوق راح نديروا هكذا بتيت ميزون سين دو هذا اللي راني نوصي أمينة.
Je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Voilà. Et aussi, je ne pourrais pas l'incliner parce qu'il y a une sauce. Donc et juste pour dire aussi, Mohamed, que vous êtes quelqu'un qui tient beaucoup à conserver, à préserver et faire connaître aussi les plats traditionnels. Bien sûr, c'est des plats. Donc, dolma qarnoun, dolma kharchef. Donc, هذه اللي جاتني c'est-à-dire من التقاليد تاعنا كومون اون فوا لا شوز. انا حبيت ندخل لو كوتي بواسون في لا كويزين تاعنا باسكو لو كوتي بواسون يعني كيما نقول لك يعجب بزاف الناس زعما يجوا ناس هكذا مخرجين كيديروا لهم شغل دو بواسون اون شوز يقول لك كومون هكذاك ونقدو وقتك هكذاك ما كاينش كيفاش صباح ربي 8 نورمالمون بتي ديجني كرواسون والدنيا صبحت على الظلمه بون سي با غراف اليوم على بالك الاكسكلوزيفيتي راك كلاتو هي الاولانيه لا دكتور شالا سي دكتور شالا نوتر امي دكتور شالا هذيك داك المرغه برك qui était notre invité ce matin, un gros monsieur que je salue, qui représente bien l'Algérie aujourd'hui et qui fait un travail fabuleux dans tout ce qui concerne l'esthétique. Donc je salue, qui a goûté, qui nous regarde en ce moment. Donc un coucou pour docteur Chalal, docteur Chalal, que je salue, Salem. Qui était avec nous il y a quelques instants. Oui, c'est un ami, j'ai eu l'occasion de le recevoir aussi à la radio. قال لك حاجة شابة وسميت هذا لو بلا سلطان البحر. En tout cas, c'est un délice. Moi, déjà, tous les ingrédients, j'aime beaucoup. Qarnoun, انا ميزانغريديون جوستومون حنا كنهضروا في ميم في لي لايف هكذا نهضروا جانسيست على لي زانغريديون باسكو جينيرالمون مش عارفوا لا روماركيتي كاين واحد خلوطه في لي زانغريديون شغل لي زانغريديون هذايا يديروه انابورت كال ماكله اون فيتو هي نو هي شاك انغريديون عنده اللودير تاعو اللي توالم هذيك لاشير اللي راكي حطي بها راكي فاهمه مثلا زعما دوكا كي تقولي انا نقلي زعما اللحم نقليه بالبصل انت تقولي علاش زعما علاش يقلوه بالبصل وعلاه ما يقلوش بالثوم علاه يقلوه بالبصل سي باسكو اللحم فيه لو كرا والبصل حلو هو في الاصل تاعو حلو الور هذيك لا كومبليسيتي اونتر البصل واللحم باش ينقصوا هذيك لا غرافيتي تاع فهمتي سي با بارازا باك تقولي زعما بكري كانوا يديروا حاجه هكذا بارازا سي با بارازا كل حاجه كانت عندها سي بور اللي كانت البنه وكانت زعما الحاجه في وقتها وكانت مثلا حنا دوكا رانا نجبدوا في الزنجبيل الكركم ونديروا بون الكركم والزنجبيل ولا كان عنده اون فالو نوتريتيف صح با دير باللي زعما لازم ديريه في ماكله ولازم يجي يبدل لك لو غوت على الماكله مثلا الكمون عابك الكمون سي لانغريديون لو بلو فور وين نديروه حنا اكثر يديروه في حنا زعما في البواسون يديروا في البواسون اللي فيه الدم اللي فيه زعما ديك الريحه في تاع الدم هذيك بوكو داستيس اوجوردي اللي فيه الدم باش ينقص لك هذيك الريحه تاع الصياشه تاع الدم هذيك بصح لو كان كمون ديريه في المارنا ولا ديريه في لاكروفات هنا تسمى شغل راح يغلب راح يولي شغل شربه لوبيا ولا يولي Non mais moi je tiens beaucoup à un détail très important c'est que حنايا on a nos saveurs كي تقول لي بلا تاعنا لي سافور تاعنا مرقابطه باينه قرفه شويه قرفه شويه فلفل كحل دونك سي فري كو مليح واحد يبدل يذوق يليساي دي بلا واحد اخرين سينو يفو ليسي لي سافور تاعنا تاع الجزائر هذيك المرقابيط على ما ماركيتيش بلي سيجار ديال القرفه فيها اكزاكتومون بيان سور ما حبيتش نهرب على باسكو مرقه بيضاء حبيت تخلي l'authenticité en tout cas c'est très très bon c'est très frais vraiment avec ça moi au début quand j'ai vu les artichauts avec la crevette ça j'ai jamais mangé hein vraiment c'est la première fois j'appréhendais un petit peu parce que pour moi ce sont deux saveurs complètement différentes mais le mariage وعلاش نقول لك انا شفت اون ريسيت اللي انا بروفيزيتها علاش نقول لك بلي حبيت نخلي دي ريسيت كي سون فريمون اي سون الجيريان انا ما نحبش واحد يجي يقول لك انا هذه تاعي وهذه تاعي هذه كوبي كولي شغل خلاص بزاف نكوبي وبرك نديرو نكوبي ودو شغل لو بلوكاج كان هنا تاع لو كولينار الجيريان وكان هنا في هذه الحاجه اللي كان لو بلوكاج تاعنا سينو عندنا بزاف عندنا الفلفل تاعنا عندنا الخرشف كما قالت كاينه ظلمه خرشف كانت تجيب بالبواسون سي اكستراوردينير تشوفي يعني الفايده j'imaginerais pas le khorchef avec du poisson
مادام الخرشف c'est des découvertes finalement. سي دي فيبر عنده اون فالور نوتريتيف كبيره. انا جالسيت على لا فالور نوتريتيف. بالك ما على بلاش امينه بلي البواسون عندنا نصيدو هو اللي صيدو البواسون وعلاش انا هديت له هذيك القصيده وهديتها هذا سي مون بواسون مادام سي با دو بواسون زعما نقولوا هكذا نشري هذا البواسون تاع هذيك الجهه. هذه لا كروفيت اللي راهي سي كروفيت ناتورال ما فيها لا دواء لا غبره لا اللي فريمون ناتورال جايه من سيدي مروان. Non mais c'est très frais, hein. C'est vrai que Mohamed, c'est extrêmement frais. Vous êtes un Biarrois, natif d'Elbia. Un jour, رحت لبوشغال. كيفاش بدات racontez-nous un petit peu cette histoire, belle histoire d'amour entre vous et بوشغال. كيوان ستادير المضرب. بون هي كنا نروحوا حنا كنا كومبيو كنا اون في دو كومبيك سوفاج. كومبيك سوفاج هكذا في البحر نقعدوا هكذا بالشهر تما اون في لا سوفاجري باسكو بارفوا يقول لك يفو سو رودوني سوفاج بارفوا يفو سو رودوني سوفاج تقعدش غير هذيك عفريت يدار وهذيك من داك نخلوا العنب هكذاك يبرد وحده هكذا في الشجره تاع الموسكه تاع تما يدخل يبرد وحده من داك نديروا هذاك واسمو القهوه تاع التلقام هذه صدق كي تخرجي على لا روتين والجمره بيان سور الجمر سون سافور ابري والجمر هذاك ماشي الفحم ولا نو لوان ديال هذا تاع الفحم. حنا الجمر نديروا الزرجون لا ستادير هذوك لي فين تاع الحبه تاع الفين فيه واحد العسلوج لداخل اللي تري امبورطون للكور تاع الانسان. هذاك هو زعما الجمرات تاعنا اللي نديروا فيها دونك اشاك فوا نشوفوا لي زامي يجيبوا لنا لي بواسون يجيبوا لنا نبدا شغل ندير هذه الحاجه مع حاجه بون انا جي ساي بوكو كاين خطرات حاجه مي جي ساي توجور جي ساي حتى وين تكون حاجه توجور لا ريشيرش توجور دون ليسي توجور دون لو علاش امنت باللي هاد الجزائر هذه امنت باللي فيها beaucoup de belles choses et de grandes choses ماشي دو بال شوز برك لو برودوي تاعنا الناس راهم يدوه منا راهم يدوه منا ما يروح لا بلجيك يروح لفرنسا يروح وين نسبوه ليهم وين نسبوه ليهم كيف فكرتينا امينه هذه لازم نقولوا عليها بلي ظلمه قرنون بلا كروفيت اللي سميناها سلطان البحر باسكو اشاك فوا يحبوا ولا نسجلها في دغوا غير ما يسرقوهاش يحبوا يدوا لي روسيت داير ميم لو بيا بكالامار اللي راهي الدور دوكا بارتو في لي ريسبو سي با روسيت كالامار سي با روسيت. الوغ فينالمون انا حنا لا فيت على ميزون دونك فينالمون درك عرفت شكون هو لوريجين تاعها. نقول لك حاجه باش تكون على بالك باللي هي الاصل تاعها ما تجيش بالكالامار. صدق انا قلت هكذا في لي بول مي هي تجي افيك حاجه اللي تشبه الكالامار سي جو طورتو هو يجي باسكو لو كالامار كيطي بزاف يبير لا فالور تاعو روماركي لو كالامار كيطي بزاف يولي شغل كي كاويتشو يجيب بلو طورتو هذو الصيادين راهم يعرفوها اللي يبيعوا الحوت سي لو طورتو هذا لو طورتو هو اللي شغل لا فامي تاع الكالامار اللي بلو طوندر وعنده الريحه تاعو عندك هذيك لا صابو تاعو اللي بلوس كو الكالامار. Très bien. D'accord, beaucoup de recherches. Très bien. Bon, moi, ce matin, je suis venue avec des bijoux. J'allais te dire, ils sont très jolis. Voilà, donc des bijoux berbères qu'on trouve un peu partout à Gardaïa, on trouve aussi au sud algérien, dans la région des Aurès. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un événement qui va se dérouler très très prochainement, Inch'Allah, au niveau du Bastion de 23, donc qui va regrouper toutes les femmes qui travaillent en ce moment sur les bijoux en argent. Et voilà, c'est un événement qui mérite d'être visité. Oui. Voilà. Pour encourager déjà les artisans. Exactement, qui font un travail excellent. Et donc, voilà, c'est un bijou que j'ai acheté à Elfiene. Je salue tous les habitants de cette belle région. Très connu par le bijou d'ailleurs. Qui fait un très travail. connu par le grand Ider Oui, aussi. Voilà, donc je salue Zahra qui a fabriqué ce beau bijou. Merci beaucoup. Zahra et tous les habitants de Haïtini, c'est une belle région qu'on connaît tous, qui se trouve en Kabylie. Et donc, je tiens à inviter tout le monde, les gens qui aiment l'Algérie, qui veulent découvrir notre beau pays, de visiter cette région qui est aussi connue pour ses bijoux. Ces bijoux, voilà. En tout cas, Amina, merci beaucoup. Et Aïchek, merci. Saha pour ce beau voyage culinaire. Merci, Mohamed. Saha, notre invité Mohamed. Merci beaucoup à vous. يعطيكم الصحة. نشكركم على الانفيتاسيون ونشكر كامل البحرية أصحابي من هذا المنبر نعطيهم نقول لهم يعطيكم الصحة
اللي كاين بزاف ناس عاونوني. جو تيان نقدم هذه الحاجه لا فامي درويش كانت كيمون فريمون كيمون كري اون ما بيرسون. كنت هكذا نطيب هكذا نديرو دي روسيت هكذا بيناتنا هكذا بيناتنا هكذا بدات الحال بدات. عاونوني بزاف يعطيهم الصحه. و نقدم هذه الحاجه هذه اولا ماشي سي با زعما زعماتك باش يعرفوني ولا حاجه نو سي بلوتو كي نعرف بلي هذا لوريسيت الي الجيريان الي فريمون الجيريان هذاك هو الفرح تاعي انا. En tout cas, اليوم on a fait une belle promotion. Alors ça va être une idée pour les gens qui nous regardent, pourquoi pas, pour reproduire la recette. En tout cas, avec Saha d'avoir été parmi nous ce matin. Amina, merci beaucoup. On se voit samedi prochain très rapidement. On arrive à la fin. Juste un petit détail, la poésie qu'on a suivi tout à l'heure, que j'ai déclamée, donc elle a été écrite par Kamel Charchar. نحكي حكايتك ده غير في دقيقة في سكوند. دونك رحنا نفوها لواحد البلاصة شابة بزاف. دونك الصيادين قالوا لنا على ما ديروش هذه الأغنية. دونك داروها هذه الأغنية اللي هديناها لكم الصيادين تاع بلادنا. يعطيك الصحة Amina, merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Demain pour retrouver mon ami Radia Boulmaali pour ma part.